Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, pour ce deuxième épisode de la saison 3, je suis avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut les gars. Et avec Thomas. Salut Thomas. Hello Mirko, hello à tous. Alors, comme j'ai dit, c'est le deuxième épisode de cette troisième saison. Au sommaire de cet épisode, on va donc débriefer le match qui a eu lieu le 2 août contre la CB Linzone. On va inaugurer notre rubrique qu'on a sobrement appelée le coin SFL. Titre est peut-être sujet à modification, mais c'est notre rubrique où on va parler un peu de ce qui se passe sur les pelouses suisses en Super League et en Challenge League. Et puis, en fin d'épisode, on fera le briefing de notre prochain match qui nous emmènera au Bruglifeld. Voilà, messieurs, l'intro était assez courte aujourd'hui. On peut tout de suite se mettre à table pour la première rubrique. Voilà, ce week-end ce week-end de fête nationale, du coup, avait lieu la deuxième journée de Challenge League. Alors, comme très souvent lors du déplacement à Bellinzone, c'est pas le vendredi soir qu'a eu lieu ce match, mais c'était samedi soir. Et puis, je l'ai dit, c'était le week-end de fête nationale, mais du coup, Neuchâtel Xamax a fait sa fête à la Bellinzone puisque le match s'est terminé sur un score de 5-1. Messieurs, ça faisait très longtemps que Neuchâtel Xamax ne s'était pas imposé sur une marge aussi grande à l'extérieur. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les réactions de nos auditeurs. On a Pat qui nous a dit magnifique. Lucas, pas vu le match, mais ça fait plaisir. Faut continuer comme ça. Thomas, donc pas un autre Thomas, on va le préciser. On verra sur le long terme. Loris qui nous dit: «Ça fait du bien, on espère que ça tienne toute la saison». Luigi qui nous dit: «Si c'est le voyage en train qui leur fait cet effet, qu'on leur offre l'AG à tous, quel pied». Serge qui nous dit: «On attend juste une confirmation la semaine prochaine, mais bravo». Et Julien qui nous dit: «Sympa, mais avec le purgatoire que l'on vit depuis 5 ans, je ne peux me réjouir pleinement». Donc, les avis de, nos auditeurs, messieurs, ils reflètent quand même assez bien le sentiment général, c'est-à-dire un sentiment quand même de joie à la fin de ce match. Évidemment, quand on gagne 5-1 à l'extérieur, eh bien, c'est toujours plaisant, mais voilà, nos supporters et nous aussi, les chroniqueurs de Xamcast, on cède pas non plus, à l'euphorie après cette victoire. Alors, pour être totalement franc avec vous, chers auditeurs, sur les 3 animateurs présents ce soir, il y en a qu'un qui a pu assister au match. C'est toi, Thomas, puisque Varam et moi, on avait d'autres obligations, pendant ce week-end, ce qui fait qu'on a pu voir uniquement les très courts reflets de la SFL où, apparaissent uniquement les 6 buts et rien d'autre. Donc voilà, on va beaucoup se fier à ton jugement, Thomas, mais on a pleine confiance en toi pour animer en grande partie ce débriefing. Alors Thomas, du coup, ben voilà, les 10 premières minutes de jeu, on va dire un Xamax pas encore sur le terrain et puis un Bellinzone, je sais pas si on peut dire un Bellinzone à son affaire, mais un Xamax tellement pas à son affaire que c'est pas une surprise de voir, les Tessinois ouvrir le score à la 6e minute, même si ça vient de manière un peu, malheureuse, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Après 10 minutes de jeu, on se dit quand même qu'on enchaîne encore un match qui va mal finir. Puis c'est vrai qu'il y a cette action-là à la 6e minute où ça passe côté droite de Bellinzone, où je trouve qu'on élimine un peu trop facilement. Enfin, Faki se fait avoir un peu trop facilement sur son côté. Et après, par contre, c'est vrai qu'il y a le ballon coulisse bien, hein, ils arrivent à passer de la droite vers la gauche. Et puis là, malgré un contrôle un peu raté de Vogt, il se met sur son pied droit et une frappe qui sans doute Omer Agic aurait dû avoir, mais elle a été déviée par le pied d'Epito. Donc ça prend un peu, ça lobe en plus un peu Omer Agic. Et puis le ballon finit au fond des filets. Donc c'est un but quand même relativement chanceux, mais j'ai l'impression que ouais, on répète encore des fois ces malchances qu'on a eu la saison passée. Puis après 6 minutes de jeu, c'est vrai que je pense que tous les supporters qui nous écoutent se disent sans doute la même chose,
que des fois on a quand même vraiment pas de chance et puis que, ouais, puis que ça va être encore un match assez compliqué. Ça aurait pu être un match d'autant plus compliqué que, quasiment dans la foulée, Bellingham se voit justement, hein, quand même annuler un but parce qu'il y avait bel et bien hors-jeu, mais où la défense xamaxienne était très large sur cette action, hein. Il suffisait que l'attaquant parte un poil en retrait, c'était 2-0. Omer Hagic, un peu court sur cette action. Il y aurait très bien pu y avoir, 2-0 après 10 minutes de jeu alors que Xamax n'était pas du tout entré dans son match. Mais à partir de là, Thomas, on va voir depuis la 10e minute, en fait, depuis cette action, ce but annulé jusqu'au coup de sifflet final, il y aura plus qu'une seule, équipe sur le terrain. Ouais, exactement, ce but hors jeu, au final, c'est la dernière action de Bellinzone sur, l'ensemble du match. Donc, on joue la 9e minute, donc c'est dire qu'après la domination a été totale de notre équipe. Hem, Ça a coïncidé aussi comment dire? Notre regain dans ce match avec un petit changement tactique de la part, d'Anthony Breza, qui a échangé les positions de, Bayard et puis Saïs. Donc, Saïs qui avait déjà marqué le premier match, qui joue, un cran plus haut depuis la 10e minute et puis, je pense on va y venir avec l'action qui suit. Pour nous, justement, c'est Saïs qui touche le poteau à la suite d'un très bel arrêt du gardien de Bellinzone. C'est ça, hein, l'égalisation xamaxienne aurait déjà pu tomber, assez vite, après ce but annulé pour hors-jeu, tu viens de le mentionner. Après, ben, voilà, Xamax installe petit à petit, son jeu et puis est récompensé assez tardivement sur cette première mi-temps, mais récompensé quand même à la 31e avec, voilà, une belle action sur le côté qui se développe sur le côté droite, Thomas. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est Bayard qui fait un centre au premier poteau, où il essaye de jouer sur, Demachaï. Il est un peu court et c'est repoussé par le défenseur central de Bellinzone dans les pieds de Saïs qui fait une petite volée, dans le petit filet, gauche, du gardien. Hem, mais c'était finalement une bonne action et surtout ce que j'ai aimé dans cette phase de jeu, c'est que, et d'ailleurs on va aussi, je vais revenir là-dessus je pense dans les 2 prochains buts, aussi. C'est que si on regarde dans la surface de réparation, il y a à chaque fois 4 joueurs xamaxiens dans la surface adverse. Donc c'est clair que j'ai l'impression que l'année passée, la saison dernière, il y avait souvent 2 Machaï qui traînaient dans cette surface, mais il y avait pas grand monde. Là, ben, sur cette phase de jeu, il y a des Machaï, il y a Saïs, il y a Ben Seguir et puis il y a Sedou qui sont dans la surface. Donc ça montre aussi, que peut-être nos intentions, pardon, cette année, sont un peu plus offensives et puis, c'est assez intéressant. Et ce but reflète bien ça, à mon avis. Parce que je pense que l'année passée, un Fabio Saïs se serait peut-être pas retrouvé, à cette position-là dans la surface de réparation, mais peut-être, 5 mètres plus bas, dans notre camp et puis, ça aurait pas été but, tout simplement. Tout à fait. Tu mentionnais la position de Léo Sédou. Alors, il faut aussi préciser que Léo Sédou peut se retrouver dans une si bonne position parce qu'il a été aligné comme milieu droite sur ce match. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné en début d'épisode, il faut quand même qu'on parle un petit peu des compositions avec, malheureusement pour nous, beaucoup d'absents déjà quand même sur ce match, hein, puisque au coup d'envoi, Jonathan Fontana, heu Malik Deme, Koro Koné et Elmedi N'Zaï ont rejoint l'Iridon Moulay comme blessé de longue date. Donc c'est vrai que ça a obligé, Anthony Breza à revoir un petit peu sa composition et puis, ben, voilà, on était quand même en manque de joueurs de couloir. Donc, bah, voilà, il a titularisé Léo Sédou. Alors il l'avait déjà aligné dans ce poste-là au premier match jusqu'à la sortie de Jetmir Krasniqi. Mais voilà, on y reviendra peut-être à la fin, sur la prestation de Léo Sédou, mais voilà, passablement de changements, et surtout un banc assez peu fourni pour Xamax, sur ce match où ça pouvait nous faire un peu redouter, le pire. Mais voilà, rien n'en a été. Du coup, rien jusqu'à la mi-temps. Les 2 équipes, restent sur ce score de 1 partout. Et alors, on a mentionné que les Xamaxiens étaient restés au vestiaire, au début du match. Mais alors, que dire des joueurs de la CBL zone au début de deuxième mi-temps?
avec, dès la 46e minute, quasiment dès le coup d'envoi, le 2-1 et celui-là, Varane, je vais te laisser en parler parce que je sais que tu apprécies beaucoup ce genre de combinaison et de projection. Ouais, donc effectivement, donc C'est une action qui on a part, on ne le voit noté pas bien sur les reflets, mais elle part vraiment par une relance d'Omer Agic et ça passe par Fakinetti avant d'arriver je sais plus qui sur le côté gauche, sur Ben Seguir, ouais. Mais C'est des matchs, je crois. c'est des Massaï directement, hein, qui Ouais. reçoit le ballon ouais, côté gauche. c'est des Maasai, ouais, exactement. Donc c'est là qu'on voit encore que des Maasai, c'est pas juste un buteur, mais qu'il est très précieux également dans la construction du jeu. Et puis c'est encore la preuve que c'est pas juste d'un buteur qui empile les buts, mais que c'est aussi un joueur qui est très précieux, qui amène beaucoup de courses, beaucoup de solutions, qui crée énormément d'espace. Et puis là, donc voilà, donc il est sur le côté gauche de l'attaque Xamaxienne avec un magnifique appel, et puis centre. Et puis là, c'est un but d'école, hein, donc Sédou arrive, il est seul au point de penalty, et puis intelligemment, il la met dans le contre-pied du gardien, ce qui fait que c'est imparable. Et puis effectivement, c'est un beau de mouvement d'école où il y a de la vitesse, il y a de la justesse technique. Et c'est vrai qu'après le match, on va dire plus que compliqué la semaine précédente contre Nyon, et bien là, on a quand même vu des belles phases de foot et je dirais que c'est un peu plus rassurant pour la suite. Et voilà, donc là, on a vu un vrai but et je pense que ça ressemble beaucoup plus à ce que l'entraîneur aimerait mettre en place. Ouais. Oui, oui, sur cette action, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, l'altruisme, hein, tout simplement de Demassai parce qu'il reçoit le ballon en bonne position. Il fait un excellent crochet pour un peu, mettre, dans le vent Michael Gonçalves qui a passé, une fin d'après-midi, un début de soirée assez compliqué, l'ancien joueur de Xamax. Et puis, je pense que dans cette position, il y a beaucoup d'attaquants qui auraient peut-être poussé encore un tout petit peu plus le ballon dans l'axe avant de tenter une frappe enroulée. Mais lui, non, il voit que, Seydoux, il est en nettement meilleure position pour marquer et du coup, ça, c'est l'altruisme pur. C'est faire passer, le résultat d'équipe avant les stats personnelles et puis voilà, il met le ballon juste et là, Seydoux, en vrai renard des surfaces, comme tu l'as dit, Varane. Thomas, tu l'as aussi bien apprécié, je pense, en direct, ce but. Oui, oui, sur l'action complète, comme sur le côté gauche, c'était une très belle action. Et c'est vrai que ouais, ce crochet de Demachai, c'est un peu ce qui change un peu ce but, parce que ça permet justement à Sedou de faire son fameux pas en retrait aussi, puis d'être vraiment libre du marquage. Et puis après, Demachai met un très bon ballon, et puis il fait un intérieur du pied, petit filet, Sedou. C'est magnifique. Et puis, ouais, je tiens à souligner aussi qu'on a vraiment de la chance d'avoir quand même un attaquant de ce niveau chez nous, qui est altruiste, qui pense pas que à mettre des buts. Si on regarde les stats l'année passée, Demacha, c'est 16 buts, 10 passes décisives, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc ça montre que il sait mettre des buts et surtout qu'il sait en donner. Et donc ça, pour nous, c'est une qualité, une force qui est quand même assez exceptionnel pour notre équipe. Ouais. C'est ça, on a vu ses qualités altruistes et ses qualités de passeur. Et bien, une dizaine de minutes plus tard, à la 57e, on voit ou on revoit, c'est plus une découverte pour nous à ce stade maintenant, mais on appréciera ses qualités de finisseur pour le 3-1, Thomas. Ouais, exact. Là, je tiens aussi à parler de la passe en profondeur sur le côté gauche de Abedini, qui est magnifique aussi pour Ben Seguir. Un joli ballon lobé qui prend aussi à contre-temps Gonçalves. Et puis après Ben Seguir qui fixe et qui met un magnifique centre en retrait aussi pour Demachai qui ne fait pas prier pour la mettre dans les buts. Donc c'est une action qui ressemble aussi un petit peu au deuxième but. Et puis je tiens aussi encore à souligner, comme pour les deux premiers buts, on a du monde dans la surface. C'est aussi ça qui est important, c'est on avait encore une fois 4 joueurs dans la surface. Donc les 4 premiers buts, on a à chaque fois 4 joueurs de Xamax dans la surface adverse. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre des goals et puis ça a fait mouche ce match-là, mais c'est quelque chose qu'il faudra en tirer aussi pour les prochains matchs. Mmh. Et là, on peut apprécier aussi les qualités vraiment de buteur de Demassai parce que
s'il fait pas ce mouvement où il se couche pour reprendre le ballon, il a toutes les chances d'envoyer ce ballon au-dessus. Oui, absolument, c'est des gestes qui ont l'air simples, c'est des buts qui ont l'air simples, mais pas du tout. C'est la différence entre, d'un buteur et puis on va dire un joueur qui a moins l'habitude de ces, situations-là. C'est que, le buteur, elle termine au fond, il y a aucune, discussion. Alors que peut-être qu'avec un joueur qui a moins le sens du but, effectivement, elle peut aller, 50 mètres au-dessus, voire, 3 mètres, sur la gauche ou, sur la droite. Mais généralement, notre ami Demassai, quand il est dans ce genre de situation, il est très clinique. Mmh. Il l'a encore prouvé. Et ce qui est vraiment agréable avec ce joueur, c'est qu'il lui faut pas 50 000 occasions. Dès qu'il en a une bonne, généralement, elle finit au fond et c'est propre. Il n'y a aucune discussion, c'est imparable. C'est souvent placé juste avec la bonne force ou le geste est juste ou le corps est positionné juste. Et puis voilà, donc on a encore eu, si il fallait avoir une preuve de plus qu'on a vraiment un buteur comme on avait rarement eu ces dernières années. Et puis voilà, donc en fait, il continue sur le même trend que la saison précédente. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, je dirais, réjouissant. Parce que on a vraiment un attaquant qui est moderne, un attaquant qui est complet. Ça court pas les rues. On a souvent galéré à ce poste-là, mais là, effectivement, je pense que si on veut être ambitieux, il faudrait clairement construire l'équipe autour de lui parce que c'est vraiment un atout majeur. Et puis, il y a aussi quelque chose à dire aussi d'important, c'est que on a souvent pas réussi ou je dirais même quand les joueurs venaient chez nous, ben souvent soit ils arrivaient au top et puis ils repartaient, ben euh, ils avaient fait un downgrade et là c'est un joueur qu'on a clairement relancé parce que avec Arau il était clairement à la cave et puis là il s'est complètement transformé depuis la saison dernière parce que c'est vrai qu'on avait quand même un gros point d'interrogation parce qu'il sortait d'une saison compliquée. L'année passée, on a eu des grosses réponses et là, il continue sur le même trend, donc je dirais que c'est vraiment réjouissant. Oui, sur cette action, il a appliqué à merveille le transfert du centre de gravité. On sait que, la réussite d'une bonne frappe en foot, elle passe par, le transfert du centre de gravité vers l'avant, c'est-à-dire que le joueur doit se pencher en avant vers le ballon pour pouvoir, maximiser les chances de cadrer la frappe. S'il ne le fait pas ou au contraire, s'il part en arrière, la frappe a toutes les chances de s'envoler. Donc là, en se jetant, ben, il fait rien d'autre que ça. Il maximise ses chances de mettre la balle à terre et de pas l'envoyer directement dans les étoiles parce qu'il était quand même, assez proche du but, hein, au moment où il la reprend donc il y avait pas beaucoup de marge pour la cadrer tout court. Donc voilà, ça c'est l'instinct du buteur, quoi. C'est pas forcément des choses qui s'apprennent. En plus, il voit que la passe arrive légèrement un petit peu en arrière par rapport où il est donc voilà, c'est l'intelligence du jeu du buteur, c'est l'instinct du buteur et ça s'apprend pas forcément, quoi. Ça certains joueurs, viennent avec et d'autres pas. Donc là, on a la chance d'avoir un joueur qui a cet instinct-là. Donc voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Et puis, à la 69e minute, eh bien, c'est Noah Streit qui, fête son premier but sous nos couleurs. Alors Noah Streit, il a vécu une première très difficile, hein, contre Nyon la semaine précédente, mais là, il se met dans le bain, et inscrit son premier but. Thomas, on va quand même pas se cacher avec un tout petit soupçon de réussite sur ce but. Oui, oui, clairement. D'ailleurs, pour parler de Streit, une très bonne rentrée pour lui, hein, il a été très actif, il a tenté d'éliminer un contre un, il a vraiment été bon sur son entrée. Et puis là, à la suite d'un peu d'une action qui se passe dans l'axe, Saïs remet pour Ben Seguir d'un petit ballon remet pour Streit et presque aux 16 mètres, plein axe, il tente une frappe qui est déviée par le défenseur central de Bellinzone et qui lobe le gardien de Bellinzone qui est peut-être pas tout net sur cette action-là. En tout cas, il tente pas du tout de la sauver. Il est sûrement peut-être sur son mauvais pied d'appui et puis il a pas réussi à sauter, ça je sais pas. Mais en tout cas, pour une fois, c'est vrai que ça nous arrive pas souvent, mais on a eu pas mal de réussite sur cette action. Ouais, et ben, moi je pense qu'il pense tout simplement que il évalue mal la trajectoire du ballon. Il pense qu'elle va passer au-dessus, puis tout d'un coup, ben,
Merde, elle passe pas au-dessus, quoi. Donc Bah, d'un côté, je suis pas sûr parce que quand on voit, il à aucun moment il regarde derrière lui comme si elle était là au fond. En fait, il lève la tête, puis je pense qu'il se rend compte qu'elle est dedans et puis après il ouais, il gesticule envers sa défense et puis, donc je pense que même sans sauter, il savait qu'elle était pas au-dessus, mais qu'elle était clairement dedans. En tout cas de son comme je le ressens, à la télé, et puis, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. ouais et puis en fait, voilà, à ce moment-là, 69e minute, 4-1. Thomas, tu es serein à ce moment-là? Tu penses que, bah, la Bellinzone, à moins d'un retournement improbable, ne reviendra pas dans ce match? Non, exactement, on était même à 4-1 et il y a jamais Bellinzone qui a essayé de mettre le pied sur le ballon ou de nous presser haut pour essayer de revenir au score. Même à 3-1 finalement, Mmh. c'était presque déjà plié. Après ce que j'ai bien aimé, c'est que, ben, on mène 4-1 à ce moment-là et puis, ben, notre équipe, elle aurait pu dire: «Ben, on gère, de toute façon ils vont pas revenir». Mais par contre, bah, j'ai vu des gestes, par exemple, notre capitaine Abedini, hein, et on obtient un coup franc à mi-terrain et au lieu de prendre son temps, et puis en disant: «On a le temps les gars, on fait une passe en défense», il joue vite vers l'avant, mais en 2 secondes, il met la main sur le ballon, il joue vite. On a senti vraiment que l'équipe avait envie d'aller en mettre le plus possible, samedi et puis ça fait plaisir en tout cas. Oui et puis voilà, Iris Abedini, bah, tu avais souligné, son travail sur, le 3-1. Finalement, c'est lui qui fait la passe, à Ben Seguir sur le côté gauche. Malheureusement, une magnifique passe, mais qui ne sera pas créditée dans les statistiques. Par contre, que dire de sa passe sur le 5-1 qui, elle, sera créditée d'un assist? Ouais, ouais, non, c'est magnifique, il lève la tête, il voit l'appel de Demacha et puis il met un magnifique intérieur du pied droit qui contourne vraiment les centraux de Bellinzone. La passe est magnifique. Après le hors-jeu, ben, ça on peut pas vraiment savoir, on saura jamais. Mais dans tous les cas, c'est une magnifique action et puis que dire de la finition de Demacha aussi, qui se retrouve seul face au gardien et qui décide de le dribbler d'un crochet du droite et qui pousse le ballon dans le but vide. C'est encore une fois le geste, parfait pour notre attaquant et puis c'est un dernier but, tout aussi magnifique que certains autres dans ce match-là, ouais. Ouais, 5-1. Alors, on n'a pas vu le match avec Varane, on a vu les reflets, on a lu un peu la presse et puis au final, il y a rien à dire. Je pense que n'importe quelle autre équipe, aurait corrigé Bellinzone aussi, ce soir-là. Mais voilà, Xamax a été parfait au niveau de son efficacité. 5 tirs cadrés, 5 buts et puis d'autres frappes qui n'ont pas été cadrées, mais qui étaient aussi très dangereuses, Thomas, tu le mentionnais, donc on aurait même pu, gagner encore sur une plus grande marge. Oui, oui, après, bah, voilà, c'est anecdotique et c'était pas cadré, mais il y avait encore eu des occasions pour en mettre encore, 1 en plus en tout cas, ouais, mais 5 on va dire que c'est déjà vraiment bien, quoi. Oui, on va réagir, aux commentaires de Luigi avant de passer au on a aimé, on a moins aimé. Sur l'histoire du voyage en train, alors c'est parfois les petits détails, hein, qui font, les grandes choses dans la saison. Personnellement, au début, quand j'ai vu que les joueurs partaient en train, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre» et puis après en y réfléchissant, en évitant les bouchons. On le sait, hein, des fois être au bouchon avant le Gothard, dans le Gothard, qui plus est dans un car, c'est pas forcément des situations optimales avant un match. Donc on peut saluer, hein, la décision du club d'avoir pris, enfin d'avoir fait voyager toute l'équipe, en train. Ça garantissait un voyage, 1 heure d'arrivée, enfin 1 heure de départ et 1 heure d'arrivée et puis ça contribue, hein, au fait que les joueurs, au moment où ils arrivent au stade, ils sont dans les conditions optimales, Thomas Varane. Oui, oui, je pense que c'est une bonne idée, vraiment, en plus, dans cette période-là de l'année, Mmh. on sait jamais qu'est-ce qui peut, nous attendre sur la route donc l'idée est top, ça peut en amener d'autres à mon avis parce qu'il y a certains déplacements, où on pourrait clairement le faire et que ça simplifierait aussi pas mal de choses donc je pense qu'en tout cas sur ce déplacement, ça a pu aider les joueurs. C'est aussi beaucoup moins à mon avis, c'est aussi un peu moins long que d'aller en car donc c'est aussi plus agréable, d'aller en train qu'en bus, surtout sur ce déplacement-là. Oui. Non, non, effectivement, je pense que voilà,
c'était une décision, intelligente. Alors, sans doute que si l'équipe était partie en quart, bah, ils auraient livré probablement le même match. Mais, voilà, si le voyage dure 1 heure de moins, ben, voilà, mentalement, il y a une charge en moins. Donc, voilà, puis les joueurs qui soient assis dans un wagon de train ou, dans le car, ben, ça leur change pas grand-chose au final. Donc voilà. Alors, on a aimé, on a moins aimé, on va de nouveau se fier à ton expertise, Thomas. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce match? Bah, il y a pas mal de choses qui ont été intéressantes, que ce soit par rapport au niveau de la qualité de certains joueurs ou de l'ensemble de l'équipe. Donc déjà, je mettrais aussi en numéro un, c'est que j'ai enfin eu la sensation sur un match d'avoir vu la patte, Breza. Ça fait 6 mois qu'il est là, j'ai pas vraiment, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir vu justement sa touche. Et là, on a vu, une équipe qui joue, à mon avis, le football qu'il aime. Donc, on était très bon dans le pressing. On les a vraiment, on a récupéré un nombre de ballons, vraiment, énorme, sur l'ensemble du match. Donc au niveau pressing, c'est quelque chose qu'il apprécie. Donc là, ça s'est vu, c'était intéressant. On a vu aussi une équipe agressive, donc vraiment aussi intéressant. Belenzo n'a vraiment pas pu respirer sur ce match-là. On a vraiment vu aussi une équipe soudée, ça c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un groupe qui se bat vraiment l'un pour l'autre. Breza dit souvent, je veux qu'on attaque à 10 et on défend à 10. Ben, sur ce match-là, c'était ça. Quand on voit l'apport d'un Fakinetti sur le match ou d'un Krasniqi de l'autre côté, les deux latéraux, ils ont vraiment énormément couru. À mi-terrain, un Bayard qu'on a peu cité, qui n'était pas forcément sur les actions, mais qui a fait un énorme boulot à mi-terrain. On le voyait vraiment monter et descendre. Il a aussi dû courir je ne sais combien de kilomètres samedi. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le style de jeu que l'entraîneur souhaite avoir. Donc après, bah voilà, c'est peut-être pas l'adversaire le plus coriace du championnat et je pense que Belenzo n'est clairement pas encore prêt. Mais au moins, on a pu poser les bases et je pense que sur ce match-là, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles se baser. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu un match de Xamax qui a été très bon pendant 80 minutes. Donc, on a juste raté les 10 premières. Donc, d'habitude, on réussissait une mi-temps, on réussissait des fois même beaucoup moins. Là, vraiment, j'ai eu la sensation que pendant 80 minutes, on était les meilleurs sur le terrain et réellement, c'était le cas. Donc ça, c'était les choses que j'ai appréciées. Après, parlant des joueurs, ben, Adem Achai, forcément, qui a 2 buts, une passe, qui a été un grand artisan de la victoire. Mention aussi pour Fabio Saiz qui a fait 2 super matchs depuis le début de la saison. Il a quand même un sens du but assez intéressant, donc c'est vrai que jouer dans une position plus haute, ça peut être, une alternative assez intéressante, pour notre équipe. Il se crée des occasions, il est bon finisseur et c'est aussi un joueur offensif. S'il joue un peu plus haut sur le terrain, c'est aussi un gars qui va gratter, qui va venir récupérer bas des ballons. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé son match. Et puis après, on peut pas, je pourrais tous les citer finalement parce que tout le monde a été dans son match. Il n'y en a pas un qui était en dessous. Et, je retiens à relever aussi le match d'Abedini qui était presque à l'opposé de ce qu'il a pu montrer, à mon avis, contre Nyon. Donc, contre Nyon, j'avais pas vraiment vu l'ensemble du match, mais de ce que j'avais vu, j'avais vraiment pas apprécié son match. Et là, c'était déjà beaucoup plus intéressant, avec plus de rapidité quand il doit faire des passes, plus d'agressivité. Il a distribué ben, 2 super ballons sur le troisième et le cinquième but. Donc là, il a fait vraiment le match qu'on attend de lui et qu'on attend d'un capitaine. Donc ça, c'était pour les choses que j'ai bien appréciées. Pour moi, le point
négatif, si je peux dire ça comme ça, c'est pas forcément lié au match, c'est plus lié à la profondeur d'effectifs et du contingent. Là, on joue le deuxième match du championnat. On a déjà 7 joueurs absents. On doit déjà, du coup, changer de système par rapport au premier match. On doit faire jouer des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer dans ces positions-là, comme par exemple Sedou. Mais bon, alors voilà, sur un match comme hier, ben, il a marqué son but. Il a été intéressant, il s'est beaucoup battu. Mais à mon avis, face à des blocs défensifs soit plus bas, soit de meilleure qualité, on a besoin de joueurs offensifs qui est capable d'éliminer en un contre un, qui est capable d'un geste technique, faire une passe que peut-être Sedou n'arriverait pas à faire. Donc c'est plus ça que je trouve un peu, enfin, à l'heure actuelle en tout cas, qui est mon point négatif, c'est que il nous manque encore, à mon avis, dans ce contingent, quelques joueurs pour pouvoir régater et surtout avoir un banc de qualité. C'est-à-dire que bah, voilà, sur un match, si on n'arrive pas à passer l'épaule, qu'avec une ou deux entrées, on arrive à faire balancer le match en notre faveur parce que bah, voilà, on a de la qualité sur le banc aussi. Et si on regarde le coup d'envoi samedi, on a sur le 11 qui commence, on n'a que deux joueurs offensifs de métier qui commencent. C'est Demassai et Ben Seguir. Et quand on voit la feuille de match à la fin, ces joueurs-là ont été décisifs et ils ont énormément participé à la victoire d'équipe. Donc, sur ce match-là contre Belize, ça passe d'avoir cet effectif-là. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on aura déjà un bon test samedi à Haro, mais ça va être bien différent. Donc, avoir encore un, deux ou trois joueurs pour compléter cette équipe. Et je pense qu'après, on pourra aussi espérer avoir plus de qualité, que ce soit sur le terrain et sur le banc, pour pouvoir tenir surtout une saison. Parce que là, si on a déjà 7 blessés, enfin 7 absents dès le deuxième match, on ne sait pas ce qui peut se passer encore après le troisième, quatrième et cinquième. Donc ça, c'est plutôt le point noir que j'ai à relever sur cette partie-là. Oui, du coup, ben, ça permet d'embrayer avec, un petit moment lié au mercato puisque, un joueur est encore venu renforcer l'équipe, entre le premier et le deuxième match, hein. Le club a annoncé, le troisième prêt, de suite de Jesse Odier pour la saison. Donc il arrive Mhm. plus tôt que la saison dernière, cette fois. Et puis, mais on sent dans ce que tu dis, Thomas, que, malgré l'arrivée de Jesse Odier, il y a encore besoin de renforcer l'équipe, au niveau offensif, pour, voilà, pour tenir sur toute la saison. On l'a vu, c'était très bon, sur ce match contre Bellinzone, mais, voilà, il y aura pas que Bellinzone en face de nous et puis il faudra enchaîner les matchs, semaine après semaine. Donc, voilà, amener finalement aussi de la concurrence là au milieu, de la qualité, mais aussi forcément la qualité, elle amène la concurrence indirectement là, ouais, là au milieu. C'est Donc ça, voilà, exactement. le mercato n'est pas encore terminé, il est loin d'être terminé, hein. Donc, il y a encore le temps de voilà, de recruter, d'inscrire à mon avis un ou 2 joueurs, mais c'est vrai qu'il faut pas se tromper, ni dans les profils, ni, voilà, je crois qu'au niveau des joueurs étrangers, on n'a plus beaucoup de possibilités non plus, hein, donc, Je crois qu'il reste deux places quand même. 2 places pour des joueurs étrangers. Ouais, Ouais. donc, voilà, à voir, est-ce que le club va, jouer ces cartouches-là maintenant ou bien garder éventuellement des choses pour quelques ajustements pour le mercato hivernal? Mais on l'a vu, sur ce match, hein, il faut renforcer à tout prix, les couloirs au niveau offensif. Alors c'est clair que quand, Malik Démé, on a et aussi Lentini qui était absent. Je crois que j'ai pas mentionné Francesco Lentini. Donc, bah, ça enlève tout de suite, 2 options. Donc, voilà, ça laissait potentiellement que Ben Seguir et Autier, mais si Autier peut jouer sur ce poste-là, mais voilà, on s'attendait pas à avoir Jessé Autier titulaire alors qu'il venait d'arriver dans l'équipe. Il a eu Mm. du temps de jeu. Donc, voilà. Moi, je voulais aussi souligner quand même, on verra comment ça évolue sur ces prochains matchs, mais, je sais Varam que tu penses certainement la même chose que moi, mais à 4-1 à la 69e minute, je m'attendais à ce que, on donne un petit peu plus de temps de jeu à Altyn Azemi.
On en avait déjà parlé à la fin de la saison où on a joué des matchs sans jeu et puis enfin, j'ai beaucoup de peine, en fait, à le voir jouer juste 10 minutes. Alors moi, je suis le premier à dire que les jeunes joueurs il est très jeune, Altin Azemi, hein, il faut pas les cramer et puis en leur faisant, faire des matchs titulaires et tout. Mais quand on a des matchs comme celui-là où c'est plié à la 69e, soit 20 minutes avant la fin du match, voilà, je dis vraiment j'aimerais, heu, qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu pour s'exprimer avant de le faire jouer dans des phases de jeu aussi, à sous pression comme le reste de l'équipe. Mais je sais que tu seras d'accord avec moi, Varham, là-dessus. Bah, c'est vrai que la gestion Azemi est un peu mystérieuse. C'est vrai que on s'attend à beaucoup plus de temps de jeu, d'autant plus que c'est un jeune qui a un énorme potentiel. Je crois que c'est un secret pour personne, hein. Euh, et puis effectivement, déjà en fin d'année passée, alors que je pense que tout le monde avait compris que la deuxième partie de championnat allait être une longue partie de remplissage, on s'attendait déjà à le voir beaucoup plus là. Ce qui n'a pas été le cas, il jouait très très peu. Et puis là, bah, c'est vrai que sur un match où finalement, on sait que le match il est plié à moins d'une catastrophe, mais bon, je pense que ce Bellinzone-là n'avait pas les armes pour on va dire, renverser le match. Effectivement, en plus, quand vous êtes devant 4-1, qu'il reste 20 minutes alors que le rythme est assez bas, je pense que effectivement, on aurait pu voir Bazemi. C'est vraiment, je sais pas, c'est une gestion que je comprends pas. On fait jouer des jeunes qui sont pas à nous, alors très bien, hein, Streit, Dem, c'est des joueurs qui ne nous appartiennent pas. Alors que nos joueurs à nous, qui nous appartiennent, qui sortent de l'académie, ben, je pense que justement, il faut les mettre en valeur. On a vu ces dernières saisons qu'il y a une politique aussi de trading, valorisation avec nos jeunes. Et puis c'est vrai que donc on l'a eu fait avec Surdé, avec Tekame notamment. Mais c'est vrai que sur Azemi, je m'attends à beaucoup plus de temps de jeu, vu le potentiel du garçon. Et puis, voilà, il faut qu'il joue. Puis c'est vrai que je trouve un peu bizarre quand même de faire plus jouer les jeunes prêtés plutôt que nos jeunes à nous. Je ne sais pas s'il y a un accord, s'il y a un projet avec le jeune, avec son agent. Je ne sais pas si est-ce que c'est peut-être une progression graduelle, je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve vraiment que c'est un choix étonnant et une gestion pour le moins mystérieuse. C'est un souhait en tout cas qu'on aimerait voir Altin Azemi avoir son temps de jeu progressivement, augmenter. Alors après, on est peut-être trop exigeant aussi, c'est que le deuxième match et puis, voilà, peut-être que si, à la trêve hivernale, il est toujours à 5-6 minutes de jeu par match, en moyenne, ben, on tirera peut-être un peu plus la sonnette d'alarme. Mais c'est plus finalement un souhait personnel de voir s'exprimer, un peu plus un joueur qu'on sent avoir vraiment un énorme talent. Donc voilà. Ah oui, OK, puis j'aurais oui. encore voulu ajouter quelque chose sur Azemi. Je dirais aussi, ce qui est dommage, le fait qu'il ne joue pas, c'est que je pense que c'est un joueur qui est polyvalent. Je pense qu'il peut jouer en 6, qu'il peut jouer en 8, qu'il peut jouer en 10. Et je pense que de le faire jouer, ça pourrait aussi nous apporter certaines cordes à notre arc qu'on n'a pas au fait actuellement. Et je pense il a tellement de bonnes techniques, il voit tellement bien le jeu que je pense qu'on pourrait le mettre facilement aux trois postes centraux, donc 6, 8 ou 10. Et moi, je pense que si on arrive à lui trouver la bonne position aussi sur le terrain, moi, je pense que c'est un joueur qui peut nous amener énormément parce que il a vraiment une vista, il a une vision du jeu et je pense que techniquement aussi, c'est l'un des meilleurs de l'équipe, clairement. Et je pense qu'il amènerait beaucoup de géométrie, beaucoup de vitesse au jeu, une bonne verticalité. Et je pense qu'il rendrait le jeu encore plus fluide. Et moi, c'est là aussi où je suis un petit peu frustré et que je reste un petit peu sur ma faim. Mmh. OK. Et ben, ce sera la conclusion, de ce débriefing et on peut passer à la rubrique suivante.
Voilà, cette rubrique suivante, comme je le mentionnais dans l'introduction, s'appelle le provisoirement ou pas, je sais pas, le coin SFL. C'est une rubrique où on va parler de ce qui se passe dans les pelouses suisses, principalement en Super League et en Challenge League. On verra si de temps en temps on a de quoi parler aussi du côté de la Promotion League. Mais pour cette première rubrique, on voulait déjà parler, des débuts tonitruants de 2 équipes, dans le championnat de Super League. C'est bien évidemment les 2 co-leaders qui sont les si je ne dis pas de bêtises, les 2 seules équipes à avoir fait le plein de points. Non, il y en a ils sont 3 à avoir fait le point, mais on va parler de 2 équipes parce qu'on ne les attendait peut-être pas forcément déjà, avec 2 victoires à l'issue des premiers matchs. Premièrement, c'est bien évidemment le néo-promu, le FC Thun, qui réalise un bon début de championnat hein, après une belle victoire 2-1 du côté du Cornaredo lors de la première journée. Ils ont confirmé cette victoire en s'imposant 2-1 contre le Lausanne Sport, qui faisait un début de championnat aussi hein, intéressant. Donc voilà, on l'avait dit la semaine passée dans notre preview, alors ça va pas forcément durer, hein, mais un FC Thun qui continue bien sur l'euphorie de la saison dernière, messieurs. Peut-être? Alors, je crois qu'on a perdu Varam. Donc, Thomas, Ah tu veux oui, parler un peu... Ah, Varam, tu veux parler un petit ah, peu voilà, oui. du début de championnat Voilà, du FC Thun? voilà, donc oui, donc on a un FC Thun qui a très très peu changé, hormis une ou deux retouches, notamment je pense à Euillet, qu'ils ont pris du SLO. Ouais. Donc voilà, donc c'est un club qui a très très peu changé, qui se base sur un projet qui est quand même en place depuis deux trois saisons avec Mauro Lustrinelli. Donc voilà, donc c'est un club qui a peu de moyens, mais qui a un projet qui est cohérent, avec un foot quand même assez léché. Parce que moi, je me rappelle que le Toon des Miracles à l'époque avait un jeu beaucoup moins léché que ça. Et puis voilà, donc ils ont un jeu cohérent, le projet il est en place. Et puis effectivement, ils ont un peu cet enthousiasme du promu qu'on voit souvent dans les premiers matchs. Est-ce que ça va durer? C'est toujours un peu la question. Après, il y a aussi une réalité, c'est que ces clubs qui jouent pour se maintenir font souvent des préparations qui sont différentes que celles qui jouent pour le titre. Celles qui jouent pour le titre font souvent des préparations de fond assez lourdes pour exploser on va dire dans le moment chaud de la saison, alors que les équipes qui jouent pour se maintenir essayent justement de faire au fait un départ au fait flash éclair pour justement gratter des points rapidement pour pas se mettre dans la gonfle. Donc il y a aussi cette composante là. Mais en tout cas, donc moi j'ai vu les highlights du match. Ils ont mérité leur victoire. Donc voilà. Donc après, il faudra voir aussi le mercato parce que je pense quand même que ils auront besoin d'avoir quand même deux trois recrues qui ont un niveau Super League s'ils veulent tenir sur la longueur. Mais effectivement, en tout cas, c'est un projet cohérent et qui suit son cours. Oui, alors je crois que d'un point de vue du mercato, ils essayent de se donner un maximum de chance, hein. Un nom qui est sorti dernièrement dans les tabelles et qu'ils essayent d'attirer, c'est Brighton Labo. Qui est actuellement à Guingamp, mais qui n'a pas beaucoup de temps de jeu et je sais qu'ils ont fait une offre, assez conséquente, hein, au club français et voilà, les discussions se poursuivent, mais c'est vrai que Brighton Labo, Thomas, ça serait un profil intéressant pour ce FC Thun à recruter. Oui, clairement, je pense que c'est, ben, d'ailleurs un des postes où Toon a besoin vraiment d'avoir un joueur cette saison. L'année passée, ils n'avaient pas vraiment ce profil de buteur. C'est vraiment une équipe où beaucoup de joueurs pouvaient marquer des buts. Après, bah là, je crois qu'un de ceux qui avait le plus marqué l'année passée, c'est Bertonnet, qui en a déjà mis 2, je crois, en 2 matchs. Donc, il se repose un peu sur d'autres joueurs et le profil de Labo serait vraiment parfait pour cette équipe de Toon, d'avoir un gars qui peut la mettre au fond quand il faut. Donc le profil est très intéressant et j'espère pour eux qu'ils arriveront à faire ce coup-là. Ouais. Ouais.
Voilà pour le FC Thun et puis il y a une deuxième équipe, voilà qui réussit, son début de championnat. Alors la troisième, je l'ai mentionné avant, on va pas forcément parler d'elle ce soir, c'est le FC Saint-Gall, mais un club qui est à la fête, c'est le FC Sion. Avec, 2 victoires et 2 belles victoires, hein. Ils ont remonté un déficit de 2 buts dans le dernier quart d'heure au Letzigrund face au FC Zurich pour le premier match de la saison et ils ont fait vraiment qu'une bouchée, du FC Lugano qui, eux, à contrario, ne réussissent pas leur début de championnat. Mais voilà, 2 victoires, méritées pour les Sédunois et là, Varane, on peut vraiment, saluer l'excellent travail fait par, les Valaisans d'un point de vue du mercato. Oui, oui, alors, je l'avais dit, Mmh. dans l'épisode précédent, je pense que c'est le club qui a fait jusqu'à présent le mercato le plus cohérent et le plus intelligent, avec les moyens qu'ils ont, qui sont des très bons moyens, mais c'est pas non plus, Young Boys ou bien Bâle. Et puis donc j'ai vu le match, clairement, j'ai pas été surpris parce que pour moi, Sion va être la surprise du championnat. Je peux peut-être, me tromper, mais je sens qu'il y a une cohérence dans cette équipe comme rarement il y a eu avant. On sent vraiment que l'équipe est derrière le coach. On sent que le président appuie le projet. Tolo, maintenant, ça fait 3 ans qu'il travaille. On sent qu'il est serein. Et puis, il y a vraiment une équipe qui a vraiment une identité de jeu. Alors, c'est pas du tiki-taka, hein, c'est une équipe qui joue avec un bloc très, très, très compact. C'est une équipe qui est très agressive, avec un bloc plutôt bas. Et puis, c'est des contres fulgurants. C'est un jeu très vertical c'est au fait, dès qu'ils récupèrent la balle, au fait, si on fait explose en deux, trois passes, ils sont devant le but. Et ça va très très vite. Et puis, l'intelligence du coach et l'intelligence aussi du club a été de recruter des joueurs avec un profil très particulier. Et c'est surtout des joueurs, c'est des joueurs percutants et de progression. C'est des joueurs de contre, notamment Chouaref, même s'il fait pas toujours les bons choix. C'est un joueur qui a une grande explosivité. Loukem Bila qui a fait un excellent match et je pense qu'il y a une recrue hyper intelligente. Franchement, il a fait un gros gros match et le pauvre latéral canadien là, Guillard là, je sais plus comment il s'appelle, mais il a fait un match catastrophique. Il a, Gros Guillard, ouais, c'est ça. il a, voilà, ouais, ouais, il a été dépassé, mais absolument sur toute la ligne. Et puis Kololi aussi dans un rôle de 9,5, hyper intelligent. Donc c'est un joueur qui a peut-être plus le coffre et le volume physique pour jouer sur le côté, mais de manière très intelligente, il a été replacé dans l'axe et on voit que techniquement et tactiquement, dans les placements et mais dans ses choix, il est super intelligent. Et puis, aussi un joueur qu'on mentionne pas tellement, mais qui est un joueur vraiment que j'apprécie énormément, c'est le petit Ali Kabak-Kalman qui a fait un match absolument exceptionnel, vraiment exceptionnel, un véritable métronome. Vraiment, c'est lui qui au fait, accélère le jeu. Moi, c'est le foot que j'aime. C'est un foot vers l'avant, c'est vertical, on prend des risques, on casse les lignes. Et franchement, il a fait un match mais d'époustouflant. Et bravo à Sion qui lui a donné sa chance parce que c'est un joueur à qui on ne donnait absolument pas sa chance en Super League. Et bravo à eux parce que c'est un super joueur. J'avais déjà pu le constater quand il jouait Yverdon parce que je l'avais suivi même en Première Ligue. Et c'est vrai que je m'étais étonné à l'époque qu'il y ait aucun club qui pense à lui parce qu'alors vraiment il a fait un match mais époustouflant. Vraiment, vraiment un match de vraiment un niveau supérieur, fantastique. Et puis ce niveau Kadzi aussi qui est très 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 intéressant, hein. Donc c'est un joueur encore qui techniquement on sent qu'il est encore un peu, comment on dit, un peu brut, notamment dans certaines déviations. On sent que des fois techniquement, il est pas très très à l'aise. Il faut qu'il travaille. Par contre, c'est un joueur qui a un sens du but rare. Il me fait penser un peu à ces attaquants années 70, 80.
un peu style très aigué. C'est pas très beau à voir, mais alors, par contre, c'est Ouais, très, alors très, là, très c'était, efficace. c'est pas les années 70-80, très reggae, Oui, mais enfin, mais 90, mais c'est un peu ce style d'attaquant, style Inzaghi, de Muller, un peu ce genre d'attaquant. C'est pas très beau à voir, mais alors par contre, c'est diablement efficace et il est tout le temps bien placé. Je pense que ça va être un joueur, si techniquement il arrive à rendre on va dire, une copie un peu plus propre techniquement, je pense que c'est un attaquant qui peut faire très très mal. Et, euh, et je redis ce que j'ai dit la semaine dernière, je pense que si ils arrivent à prendre un défenseur central de grande qualité, je pense que c'est une équipe qui va être très très embêtante à jouer. Et moi, je maintiens que ça va être une belle surprise. ouais, on peut rajouter aussi là-dedans, l'arrivée d'Anthony Racciopi, hein, indésirable du côté de Young Boys, parti à l'étranger, qui prend le choix de revenir, au pays, à Sion pour être le titulaire et je pense que c'est un excellent choix tant pour le gardien que pour le FC Sion. Et voilà, 7 buts déjà inscrits par les Valaisans en 2 matchs. Sur les 7 buts, 2 doublés de Lukem Bila. Enfin, c'est pas des doublés, mais ils ont inscrit un but sur chaque match. Lukem Bila et Nivokadzi. Et puis Botelli a également déjà marqué aussi lors du premier match. Donc voilà, ça confirme déjà. Les chiffres confirment aussi que les recrues du FC Sion sont déjà décisives. Euh, donc voilà. Et puis, après avoir parlé de 2 équipes en Super League qui font des très, très bons débuts, on va parler d'une des 3 équipes qui, a perdu ses 2 premiers matchs. Alors on a déjà mentionné, le FC Lugano. La deuxième équipe qui a également perdu ses 2 matchs, c'est Grasshopper, mais il y a une troisième équipe qu'on s'attendait peut-être pas à voir, 0 point après 2 matchs et qui vient un début de saison très compliqué, c'est bien évidemment le Servette FC. Servette qui, voilà, s'est incliné, en début de championnat, du côté de Young Boys 3-1. Ils ont perdu leur deuxième match ce week-end 4-1 à domicile contre le FC Saint-Gall. Entre-temps, ils s'étaient imposés 1-0 à Plzen, mais ils ont tout perdu au retour en s'inclinant 3-1. Beaucoup de choses au niveau du Servette FC. On évoquait aussi voilà, la rotation entre les gardiens et puis visiblement c'en était trop pour le directoire du Servette FC qui a annoncé aujourd'hui, donc là on enregistre un peu plus en retard que d'habitude, on est lundi, qui a annoncé donc ce lundi 4 août d'émettre Thomas Eberly de ses fonctions. Thomas, on peut pas vraiment dire que c'est une surprise, c'est peut-être le timing finalement de cette décision qui peut surprendre. Ouais, c'est vrai que moi, en tout cas, je suis pas surpris par cette décision. Après, bah, ouais, ça s'est fait après 4 matchs cette année. Euh, Pourquoi peut-être pas l'avoir fait avant le début du championnat? Parce que c'est vrai que alors, Servette a fini deuxième l'année passée. Ils ont été à un moment dans la lutte pour le titre. Mais je trouve dans le jeu, ça a vraiment pas toujours été très intéressant, très spectaculaire. Faut pas oublier que bah, l'année passée, enfin il y a 2 ans, ils avaient déjà fini deuxième. Et l'année passée, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour l'Europe. Donc ils avaient perdu leurs 3 matchs aller-retour euh, Ligue des Champions, Europa League, comment, Conference League. Donc ils ont été qualifiés pour aucune de ces compétitions. Donc déjà là, c'était pas très bien parti pour Eberly. Et finalement, sur le deuxième tour, alors qu'ils auraient pu et dû faire plus de points pour être à la lutte pour le titre jusqu'à la fin, ils n'ont pas réussi à le faire. Et cette année, ils payent encore un peu, j'ai l'impression, ouais, ce manque j'ai envie de dire, de jeu, ouais, pour moi, c'est pas un foot qui était très intéressant par moment. Donc pour moi, la décision, elle est plutôt logique de se séparer des Burley. C'est plus ouais, le timing que je trouve un peu dommage parce qu'ils auraient pu lancer quelque chose de nouveau avec un nouveau coach qui a fait une préparation complète. Puis là, après 4 matchs, ben, c'est déjà un gars qui va venir avec un mercato qui est déjà bientôt bien entamé et puis qui n'aura pas forcément le choix sur certains joueurs. Donc ça me surprend pas, mais c'est vraiment le timing qui me semble un peu étrange.
Ouais, Varane, Hem, ouais, pardon, finis Thomas. Ouais. ouais, non, non et puis aussi ce qui les plombe, c'est que ce qu'on n'a pas l'habitude de voir à Servette, c'est les erreurs individuelles quoi, qui ont été énormes depuis ce début de saison. Ça tombe sur les gardiens. Ça aussi, je pense, c'est aussi un des soucis d'Eberly, c'est de n'avoir jamais tranché pour un des 2. Du coup, je suis pas sûr que pour eux, ça les mette en confiance non plus. Une fois on en met un en coupe, en championnat, c'est l'autre. Ben, sur les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, il y en a chacun qui ont fait une erreur. Après IB, c'est Mazikou qui se prend un rouge très tôt dans le match. Enfin, il y a beaucoup d'erreurs individuelles qui montrent des signes aussi qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. C'est peut-être certains transferts aussi cet été qui ont déjà fait voir quelques lacunes sur le réel niveau de ces joueurs. Ouais, je voulais t'interroger là-dessus, Varane. C'est vrai que pour une équipe qui termine pour la deuxième fois consécutivement deuxième du championnat, ce qui est une belle performance pour eux, le mercato de Servette était assez peu ambitieux pour une équipe qui voulait jouer 3 tableaux. Et puis cette gestion des gardiens à ce niveau-là, c'est pas possible. Alors c'est des fois le luxe quand on a 2 gardiens qui sont très proches l'un de l'autre, mais un coach doit trancher. Dans un club de foot pro, il y a un numéro un, il y a un numéro 2. Non, mais tout à fait. Je pense qu'à Servette, il y a quand même deux, trois petits grains de sable dans le rouage parce que le projet est cohérent, il est en place depuis un moment. Mais effectivement, comme l'a dit Thomas, il y a eu un problème, je pense, au niveau du timing, parce que si on remonte la timeline, Alain Geiger, sur plusieurs années, arrive à faire remonter le club, à stabiliser le club en Super League avec un jeu quand même attractif. Et puis vient René Weiler qui, à l'inverse, a un jeu qui est beaucoup plus vertical, avec un bloc beaucoup plus bas et beaucoup moins de possession. Ensuite, un choix quand même, alors ça peut se faire, hein, mais l'entraîneur devient directeur sportif, c'est assez particulier. Et là, il met en place, on va dire, un homme à lui que lui-même a choisi et qui poursuit la philosophie que lui-même avait mis au fait en place. Donc effectivement, c'est un foot un peu moins spectaculaire. On a vu Servette l'année passée beaucoup plus mettre le bus, beaucoup plus spéculer, beaucoup plus d'abord à Servette sur plusieurs matchs pensait d'abord à pas prendre de but pour ensuite partir en contre et puis c'était il y avait un certain moment, c'est on passe la balle à Kuteza puis on regarde ce qui se passe. Et puis c'est vrai qu'avec le départ de Weiler, on aurait quand même pu attendre que Deberly parte avec lui parce que logiquement Weiler avait mis en place l'entraîneur. Donc si Weiler part, normalement, la cohérence voudrait que on reparte à zéro sur un nouveau projet sportif avec de nouvelles idées. Eberly a été maintenu. Et forcé de constater, peut-être que le club, que les joueurs n'étaient pas hyper emballés, je pense, par cette façon de jouer. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a eu en termes de se projeter dans l'avenir avec un nouveau projet, je pense qu'Ayo fait une erreur. Je pense également que le mercato a été un peu court et surtout, comme Servette jouait les qualifications, je pense que Servette aurait dû accélérer beaucoup plus sur le mercato pour que Deberly puisse avoir, on va dire, une équipe quasiment complète. Parce que il est vrai que Servette forme très très bien. Il est vrai que Genève et ses environs regorgent de grands talents et qu'ils ont beaucoup de M21 qui sont très très bons. Mais par contre, quand vous allez jouer des qualifications en Coupe d'Europe où la moitié du banc, voire même les trois quarts, ce sont des M21, c'est quand même un risque. C'est quand même C'est un risque. Et je pense que Servette a payé ce risque-là. Et puis, dernier point sur lequel on revient souvent, mais ça c'est symptomatique du premier point que j'ai mis au fait en avant de la gestion Weiler-Deberly. Cette espèce d'alternance des gardiens vient de Weiler. Eberly a, on va dire, perpétré cette philosophie-là, mais je pense que c'est pas du tout une bonne philosophie. C'est vrai que dans le foot moderne, le gardien remplaçant joue beaucoup plus qu'à l'époque, mais c'est vrai que cette alternance, finalement, c'est vraiment révélé délétère, puisque on sent que Frick, ça a beaucoup impacté ses performances. Depuis ça, il est nettement moins bon. On a vu contre Saint-Gall, on voit que c'est un gardien qui est en plein doute.
Donc voilà, donc je pense que c'est une gestion et puis une philosophie, qui a créé plus de confusion et d'instabilité et d'insécurité, qu'autre chose. Mais je pense que c'est justement le fruit de cette programmation sportive un peu étrange à mon avis. Et certaines fois, les clubs font des espèces de compromis, veulent un peu couper la poire en deux. Ils se disent, ah bah Weiler part, mais on garde quand même Eberly. Et très souvent, quand on fait des compromis, à la fin, bah, en fait, ça finit par un échec. Parce que des fois, il faut prendre des décisions drastiques, mais souvent, c'est ces décisions drastiques qui mènent un club à sa réussite, parce que des fois, il faut avoir un certain courage. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Souvent, ces compromis, ça mène à rien, en fait. Donc là, à mon avis, ils auraient vraiment dû faire tabula rasa, table rase, et puis repartir à zéro avec un nouveau projet. Mais comme l'a dit Thomas, de rectifier le tir, alors évidemment, c'est encore possible. On sait que Servette a de la qualité, mais il y a aussi une réalité, c'est que des joueurs comme Rouillet et Stevanovic arrivent aussi au bout. Et je pense que Servette serait bien inspiré d'aller chercher des joueurs qui pourraient prendre le relais parce qu'actuellement, je ne pense pas qu'un Dylan Brown, qui n'est pas un mauvais joueur en soi, mais je ne pense pas qu'il a les épaules pour remplacer un Steve Rouillet. Et je ne pense pas qu'un Jalot qu'ils ont pris de Metz, je ne pense pas qu'il ait les épaules pour prendre le relais de Stevanovic. Donc là, je pense vraiment que Servette doit un tout petit peu mettre la deuxième et être quand même un poil plus ambitieux. Alors oui, ils ont de l'avance sur beaucoup de clubs en Super League, parce que c'est un club qui est structuré puis qui travaille depuis longtemps, mais il faudrait quand même, je pense, mettre un peu la deuxième s'ils veulent, on va dire, upgrade. Et je pense que c'est vraiment un pas on va dire, un pas supplémentaire qu'ils doivent faire. Oui, et puis je rajouterais encore là-dedans, à ce que tu viens de dire, Varam, aussi la gestion de Derek Kuteza, hein, en fin de saison dernière, qui a été le meilleur joueur du Servette FC sur la dernière saison. Et voilà, ils ont longtemps essayé de le vendre pour pouvoir toucher une indemnité de transfert, à quel moment? Et finalement, quand tu perds ton meilleur joueur en fin de saison, qui plus est de manière libre, ben voilà, c'est compliqué sportivement, c'est aussi compliqué pour les finances parce qu'un Derek Kutesa aurait sans doute ramené quelques centaines de milliers de francs, voire même un petit peu plus au club. Donc, c'est aussi quelque chose, je pense, qui a fait très mal d'un point de vue sportif et d'un point de vue administratif. Alors qu'un club comme Servette perd son meilleur joueur quand il performe comme ça, c'est pas une surprise. Mais voilà, le remplaçant de Derek Kutesa, on ne l'a pas vu pour l'instant non plus. Donc voilà, on espère que la roue va tourner ou la roue va tourner, comme dirait Franck Ribéry, pour le Servette FC. Mais voilà, ils ont joué que 4 matchs, la saison est encore longue et ils ont voilà, tout ce qu'il faut pour remonter. Alors, on va finir la rubrique avec le Servette FC. Quel profil d'entraîneur pour vous, pour le Servette FC? Et un nom, si vous en avez, messieurs. Alors moi, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je suis allé voir sur certains sites, parce que c'était un peu la nouvelle du jour, apparemment, Gaël Clichy, donc ancien joueur de Servette, aurait démissionné aujourd'hui de son poste d'assistant de l'équipe de France Espoir. Donc je pense que c'est pas anodin et je pense que c'est lui qu'ils vont prendre. Donc, je pense que c'est Gaël Clichy. En tout cas, je pense que ça va être un candidat assez sérieux. Je ne connais pas du tout parce que c'est un jeune entraîneur. Mais je pense le fait de mettre un jeune entraîneur un peu frais, qui voudra quand même, je pense, présenter un foot quand même un peu plus attractif, ça peut être une bonne idée. Peut-être de ramener un peu d'enthousiasme à cette équipe. On va dire le point négatif, c'est l'expérience. Donc voilà, c'est un jeune entraîneur, mais voilà. Ah, C'est, il connaît en la tout cas, maison c'est ce que j'ai. servétienne. Voilà, oui. Ouais, Thomas. Bon, bah voilà, Varam, il a presque un peu spoilé, mais Gaël Clichy à Servette, c'est le bon profil pour toi. Bah, c'est un peu dur à dire vu que ben, il a jamais encore entraîné d'équipe, mais c'est vrai que le prototype de l'entraîneur plutôt jeune qui arrive avec ses idées, je pense que Servette a surtout besoin de ça. Depuis qu'ils ont eu Alain Geiger qui proposait quand même un football qui était intéressant pour eux avec Weiler et puis Eberly,
un peu des têtes dures et qui se remettaient pas toujours en question. Ils ont peut-être besoin justement d'un autre profil d'entraîneur et puis, c'est vrai que je pense un gars comme Clichy pourrait faire du bien, quoi. Ils auraient meilleur temps en tout cas de prendre un entraîneur comme Clichy plutôt que d'aller miser sur un, je sais pas, un Patrick Ramen ou un coach de ce profil-là. OK. Alors on verra. Normalement, l'annonce du remplaçant devrait pas trop tarder. Je pense qu'avec le championnat qui vient de commencer, ils vont pas attendre 3, 4 journées avant d'annoncer le remplacement. Donc, voilà, on verra d'ici quelques jours si, votre prédiction s'est avérée. Voilà, pour la dernière partie du coin SFL, on voulait cette fois aller en Challenge League et on voulait vous parler un petit peu des débuts compliqués, d'Yverdon Sport. Yverdon Sport qu'on annonçait comme le rouleau compresseur de cette Challenge League 2025-2026. Alors après s'être, inclinés 2-1, en principauté lors du premier match du championnat, ils se sont imposés sur leur pelouse du municipal 3-2 contre le Stade Lausanne-Ouchy. Mais Thomas, toi qui suis, particulièrement l'Yverdon Sport, c'était pas un match facile et puis Yverdon aurait très bien pu se retrouver avec un voire 0 point après 2 matchs. Totalement, totalement. J'ai pu assister à ce match. Donc, bah déjà, en tout cas, c'était un très très bon match. En tout cas, à regarder, c'était très intéressant. Ça allait de droite à gauche. C'était vraiment vraiment cool à aller voir ce match. Mais c'est vrai que concernant Yverdon, ils ont eu les 30 premières minutes où ils se sont fait prendre à la gorge par une équipe de slow. Qui les a pressés très haut, qui techniquement, le slow offensivement, ont proposé des magnifiques actions de but construites. C'était très propre, très léché. Ils ont marqué 2 super buts, notamment le deuxième de Souter qui va caresser la toile de Martin. Mais voilà, il y a 2-0 après, je crois, 15 ou 20 minutes, je sais plus. Il y a un des premiers tournants du match qui se passe vers la 30e où Kevin Martin il sort encore un arrêt assez exceptionnel. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps de manière générale, si au final ça finit à 4-1 pour le slow, je pense qu'il n'y a personne qui dit rien au stade, quoi. Yverdon a eu 2 occasions, mais ouais, c'était très timide. Ce jeu de passe que Urcea tente de mettre en place, c'est encore assez compliqué. On sent que les joueurs ont encore un peu de peine, ce qui est normal finalement parce que ben, l'équipe d'Yverdon a quand même complètement changé cet été avec de nombreux nouveaux joueurs, donc pas mal qui venaient aussi de clubs de Challenge League. Donc c'est aussi pas forcément que des top joueurs qui sont allés chercher, mais des joueurs qui ont l'habitude de la Challenge League comme Chapuis par exemple à mi-terrain ou Lucas Post en défense. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur cette première mi-temps, Yverdon a vraiment échappé belle de perdre finalement que 2-1 cette première mi-temps. Tant le slow a été vraiment très très bon offensivement. Ils ont des individualités pardon, devant. Le slow, là, sur l'aile droite, il y avait Ba, un attaquant qui sont allés chercher, je crois, en Arménie, qui a été vraiment dans tous les bons coups. Le Pogam a été vraiment à la rue sur la première mi-temps. Sur chaque accélération, c'était un centre dangereux, une frappe de ce joueur. Sartoretti aussi, qui a été titularisé devant parce que Caddy était suspendu. Donc Sartoretti qui jouait à Bienne l'année passée, qui est aussi vraiment assez impressionnant par sa carrure et dos au but, et même techniquement, j'ai été vraiment agréablement surpris par ce joueur. Donc Yverdon a été vraiment dans le dur par cette équipe de Stade Lausanne-Ouchy. Oui et il s'en est fallu de peu pour qu'ils ne gagnent pas ce match. Il a Ouais. fallu, voilà, l'expulsion, de Gelato qui a mis un gros coup de froid sur son équipe, hein et puis derrière un penalty, on va dire,
un peu bêtement constitué, un peu bêtement concédé, pardon, mais on va dire très léger, hein. Pas sûr qu'il y avait une grosse faute et puis, voilà, transformé avec beaucoup de sang-froid par Antonio Marchesano. Donc voilà, Ouais. Yverdon est, avec 3 points après 2 matchs, mais, Thomas, il y a pas d'inquiétude particulière à se faire. C'est une équipe qui devrait monter progressivement en puissance. Oui, alors normalement, hier, ils ont vraiment pu compter sur les cadres que sont, bah, Marchesano qui a mis son doublé et puis, Dejan Sorgic qu'on a mis un aussi. Sur la deuxième mi-temps, ça c'était quand même bien plus équilibré, hein, le slow, c'est surtout physiquement, ils pouvaient pas enchaîner 2 mi-temps comme ils ont fait la première, donc ben, Yverdon a quand même mis un peu plus le pied sur le ballon. Mais, sur l'ensemble du match, je trouve quand même que c'est pas spécialement mérité pour Yverdon. Mais voilà, ça s'est vraiment joué à l'expérience, on va dire, hein. C'est un peu ces tauliers qui savent bien se placer. Là, Marchesano a mis un but superbe aussi, un espèce de retourné, acrobatique dans le petit filet. Voilà, c'est des joueurs qui ont été très discrets dans le match, mais par contre, quand il faut mettre le but, ils sont là. Donc, ils vont vraiment beaucoup compter sur ces joueurs-là. Puis, voilà, il faut laisser du temps à cette équipe. Je pense que c'est surtout ça. C'est vraiment l'opposé du style de jeu que Tramezzani proposait à Yverdon. Donc, pour les joueurs qui restent, je pense qu'il faut aussi assimiler ça. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment leur laisser le temps. Et au final, ben, ils ont 3 points, donc c'est pas non plus un mauvais début de saison. Donc ils ont une victoire, une défaite, donc c'est assez équilibré. Et puis je crois que leur prochain match, ils vont à Rapperswil la semaine prochaine. Donc il y a une opportunité aussi de faire les 3 points pour eux, je pense clairement sur la pelouse de Rapperswil. Oui et puis un match qui confirme que, voilà, il faudra compter aussi avec le Stade Lausanne-Ouchy et voilà, ils vont embêter pas mal d'équipes, je pense, cette saison. Ils devront contrôler un petit peu leurs nerfs parce que, ben, voilà, un carton rouge pour Caddy à la première journée, carton rouge même si c'était en toute fin de match, là, pour Gelato donc voilà, ils pourront pas non plus se permettre de régulièrement finir leur match, à 10 mais une équipe avec de belles individualités. Et puis un bon coach avec Dalibor Stevanovic. Un petit mot aussi sur, Elias Page qui est sorti à la 20e minute. On redoute malheureusement une blessure assez conséquente pour lui. Thomas? Ouais, ouais, en tout cas, à la fin du match, il était avec des béquilles, donc je pense que, ouais, bah, je pense il a dû aller faire des examens aujourd'hui, donc je pense que le club va communiquer assez rapidement si c'est une blessure grave ou pas. Mais en général, si le joueur marche avec des béquilles, c'est pas bon signe en général. Donc on verra assez vite. Ouais. Voilà, c'était tout pour la rubrique coin SFL. On vous en parlera chaque semaine. On développera un, 2 ou 3 points comme ça sur les différentes équipes autres que Neuchâtel Xamax du monde du football pro suisse. Voilà, on peut passer à la dernière rubrique. Voilà, on le disait avant, c'est donc le FC Haro qui va se dresser sur la route de Neuchâtel-Xamax pour ce prochain match. Un FC Haro qui, sans les intempéries au Brugli-Feld lors de la première journée, aurait dû être leader du championnat puisqu'ils auraient potentiellement été la seule équipe à avoir gagné leurs 2 matchs. Donc ils menaient 3-1 à l'heure de jeu contre la Bellinzone et étaient bien partis pour gagner aussi ce 1er match. Ils se sont très nettement imposés, à Ville en ouverture de cette deuxième journée de Challenge League. Messieurs, on aura un adversaire d'un tout autre calibre, en face de nous, ce samedi, 9 août du coup pour la 3e journée avec le FC Haro, Thomas, commencer par toi. Ouais, complètement. Ça sera le premier gros test de la saison après avoir affronté Nyon et Bellinzone. Qui a été respectivement 9e et 7e du dernier championnat. Donc là, ça va être un tout autre chose. En plus, à l'extérieur, donc au Bruglifeld, en plus, Haro joue souvent devant pas mal de fans, pas mal de ferveur. Une équipe qui est restée assez stable, pas surtout en défense, puis au milieu de terrain. Ils ont surtout perdu un peu des joueurs devant, mais qui est très solide.
J'ai pu voir un peu un bout de leur match contre Ville. C'est vrai que ouais, c'est une équipe qui est vraiment bonne dans tous les secteurs de jeu, donc ça sera vraiment un gros, gros test pour nous. On pourra quand même bien nous évaluer après un match comme ça. J'espère juste vraiment qu'on arrivera à récupérer, 1, 2 ou 3 joueurs qui étaient absents, contre Bellinzone pour, un peu fournir un peu plus notre effectif, puis avoir un peu plus de qualité, si on doit faire des changements. Mais ouais, je me réjouis en tout cas, je pense que ça va être assez intéressant et puis le fait qu'on a déjà 4 points, ça va aussi nous permettre de pas enfin de vivre ce match, ou en tout cas pour les joueurs de faire ce match un peu différemment que si on avait, 0 ou 1 point donc je pense que ça va être un match assez intéressant, ouais. Ouais, Varane, il faudra respecter le FC Haro qui est d'un tout autre calibre que nos 2 adversaires, mais il y aura pas de quoi non plus aller jouer la boule au ventre, ce match au Brugli-Feld. Non, puis d'autant plus que c'est un test, je pense, qui tombe très très bien. Après notre grosse prestation de Bellinzone, ça va justement, on va se rendre compte si on est capable d'enchaîner contre un adversaire qui va clairement jouer la montée et qui a très bien commencé son début de saison. Donc j'avoue que j'attends ce match avec une certaine impatience parce que avec ce qu'on a montré au Tessin, la difficulté pour nous, ça va être d'enchaîner, hein. C'est ce qui nous a manqué ces dernières saisons, c'est d'être régulier. Donc là, on aura un test plus que sérieux qui va se dresser devant nous, mais effectivement, je crois que on l'a souvent répété, hein, on a des qualités. Maintenant, ça va beaucoup jouer dans la tête, puisque ce qui nous a manqué, ça a été souvent d'enchaîner les belles prestations. Donc là, on aura un test vraiment avec un grand T. Donc voilà, donc il va falloir être prêt. On sait que d'aller jouer là-bas, c'est compliqué. On sait qu'il va falloir batailler. On sait que dans les duels, on devrait être présent parce que je pense que Arao va mettre pas mal d'intensité. Je pense qu'ils vont nous, d'entrée de jeu, ils vont nous mettre sous pression. Ça sera à nous de riposter. Et puis, ça sera à nous aussi d'afficher cette attitude conquérante qu'on a eue au Tessin, ce jeu agressif comme aime notre coach. Et puis, bah voilà, je pense que si on arrive à mettre les bons ingrédients, c'est-à-dire de l'intensité, de la grinta, on va dire cette méchanceté sportive, hein, c'est peut-être un mot un peu galvaudé, mais cette niaque, je pense que on pourra ressortir du Bruglifeld avec un résultat positif. Donc non, non, très 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 impatient, très 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 hypé par ce match. Et voilà, donc moi, en tout cas, j'attends une réponse de nos gars et j'espère qu'on va avoir du foot et qu'on va repartir avec des points. Effectivement, je pense que si, c'est le Neuchâtel Xamax de la dernière opposition qui se présente en face des Argoviens, on aura un joli match de foot, je pense, à se mettre sous la dent et puis voilà, comme disait, Gilbert Facchinetti: «Varam, pourvu que le meilleur gagne» Et que ce soit Xamax. et que ce soit Xamax évidemment. Donc voilà, potentiellement un beau choc, déjà en tête du classement entre, 2 équipes historiques du paysage du foot suisse. Voilà. Alors messieurs, on peut passer sans outre à la conclusion de l'épisode. Voilà, outre les remerciements habituels pour votre, écoute semaine après semaine, on voulait quand même, évoquer en fin d'épisode, enfin je voulais, moi, évoquer en fin d'épisode, la récente nomination de Raoul Savoie, à la tête de la sélection nationale du Tchad. Donc voilà, Raoul Savoie qui avait fait notre plaisir, enfin le plaisir qui nous avait fait le plaisir de nous accompagner, pour le bilan de la saison, nous l'avait confié, hein. Il attendait avec impatience le défi qui allait pouvoir, le séduire pour, voilà, poursuivre cette aventure et puis personnellement, Bahram, j'ai pas été surpris de le voir repartir en Afrique. Je pense toi non plus. Non, effectivement, Raoul, je le connais un tout petit peu, mais du peu que je le connais, c'est un homme de défi, c'est un homme de
terrain. Il aime bien ce genre de situation-là. Il a ce grain de folie sain qui fait que c'est le genre de challenge qu'il aime, qu'il affectionne. Et c'est vrai, franchement, c'est un super entraîneur et c'est vraiment une superbe personne. Donc, on lui souhaite le meilleur pour cette belle aventure. Mais je suis sûr qu'il va en faire des belles parce que il a prouvé par le passé qu'il avait réussi haut la main ce genre de challenge parce que on se rappelle notamment qu'il a fait l'exploit de battre le Nigeria de Lookman et Osimhen avec la République centrafricaine. Donc moi je suis sûr il va nous refaire une belle masterclass. Mais voilà, ce qu'on lui souhaite, c'est le meilleur pour cette magnifique aventure. Et puis, on espère que ça va se couronner de succès. Et puis, espérons qu'on puisse le revoir quand même un jour sur le banc d'un club suisse. Ça nous ferait plaisir. Ouais, il a été engagé avec l'objectif de qualifier l'équipe pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour la Coupe du Monde prochaine, c'est mal embarqué pour le Tchad. Donc voilà, on espère qu'il va recroiser le Maroc sur sa route. Enfin, il va croiser le Maroc sur sa route parce que apparemment, les face-à-face entre Raoul Savoie et Achraf Hakimi, c'est quelque chose. Donc, Oui, et puis avec Amrabat, je crois que c'est pas mal non plus. Ouais. avec Amrabat, c'est pas mal non plus. Donc voilà, plein succès à Raoul pour ce nouveau défi du continent africain. Comme je disais avant, merci à toutes et à tous pour votre écoute semaine après semaine. Et puis, voilà, à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Examcast. Bonne semaine à tous. Bye bye.